On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau numéro du Clic d'Alix. Et c'est un épisode spécial. C'est un numéro 2. C'est un numéro 2. Une V2 avec la plus... Attends, j'avais trahi mon introduction pour faire un truc classe. Avec la plus américaine des Françaises. Yes. Sandrea. Je suis très contente qu'on fasse cette interview. T'imagines pas à quel point je suis trop contente. On a fait une première version, je vous la mets dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir. On a fait également un épisode de plus sérieusement, donc le format de Sandrea sur sa chaîne. Ce que je lui disais tout à l'heure, je crois que t'es la personne avec laquelle finalement je vais le plus collaborer, sans qu'on se soit jamais rencontrés. Ouais, c'est la première fois. Mais en vrai, c'est pas du tout bizarre de te rencontrer. Mais parce qu'on se voit tous les jours en story. Oui, bah plus ou moins. Ouais, plus on se parle un peu par WhatsApp et tout, donc je suis trop contente. Mais moi aussi. Là, franchement, ça me fait plaisir. J'ai l'impression de retrouver une copine, d'être au café. Tu sais, ça fait partie de ces interviews où vraiment je le fais en étant hyper détente parce que j'ai l'impression qu'on se connaît déjà, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est ce que j'étais en train de penser aussi tout à l'heure, juste en rentrant, quoi. Zéro pression, pas de stress ni quoi que ce soit, même pour moi, parce que après, avec l'âge, je me rends compte que je suis beaucoup moins anxieuse et beaucoup moins stressée de ma vie en général. Avec l'âge. T'as dit cette phrase. Oui, j'ai dit cette phrase de trentenaire. Ben, c'est ça, mais c'est vrai, il y a eu un tournant, tu sais, quand j'ai eu 30 ans, 30, 31, où je me suis dit, je m'en fous. Mais là, c'était trop cool que vraiment, ça tombe pile poil au bon moment. Tu viens pour le mariage de ton frère, t'arrives en France. Je me suis dit là, il faut pas que je la rate. Et ça y est, on est là. Bon, comment ça s'est passé les retrouvailles déjà avec la famille J'étais un peu angoissée en vrai, parce que tu sais, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Bon, mes parents, je les ai vus pour Noël, quoi. Mais mon frère, ma sœur, tristement, j'ai pas pu la voir autant que j'aurais voulu. Mais mes grands-parents et tout, j'appréhendais un peu. Parce que la Sandrea d'avant, elle n'existe plus, tu sais ça. Ah oui, parce que tes grands-parents, toi, la dernière fois qu'ils t'ont vu, parce que Sandrea, pour ceux qui la connaissent pas, habite aux États-Unis. Donc forcément, comme il y a eu la petite période que nous avons tous connue, la petite pandémie, ça a retardé les retrouvailles. Et c'est vrai que t'as radicalement changé. Vraiment, le terme radical, là, il est vrai. Hein. Je pense qu'on peut dire ça. T'as changé du tout au tout, que ce soit dans ta tête, même physiquement, t'as changé un petit peu, pas beaucoup. Un peu. En fait, c'est que j'ai arrêté de me changer physiquement. Tu sais, c'est plutôt ça. J'arrête de colorer mes cheveux, je fais plus d'injections de machin de bidule, donc ça change tout, quoi. Ouais. Et ça a été quoi la réaction de tes proches ? Est-ce qu'il y a eu une réaction ou est-ce que juste... Non, en vrai, je crois que c'était trop dans ma tête. Je me suis fait des films et je me suis dit, ils vont pas m'accepter ou je sais pas. Et en fait, non, ça n'a rien changé. Parce qu'eux, ils ont connu la petite Sandrea à 7 ans, tu vois. Et puis je pense que, tu vois, on a toujours l'impression que les gens nous regardent plus qu'ils nous regardent réellement. Et donc, en fait, non, ça n'a rien changé. C'est vrai ce que tu dis. Parfois, tu sais, genre, je sais pas, je vais être mal coiffée, un truc comme ça, je me dis, tout le monde va voir. Et après, je me dis, mais Alix, est-ce que c'est peut-être un petit peu narcissique de se dire ça ? Enfin, les gens tracent leur route. Mais c'est ça, en fait, ils sont trop concentrés à penser à eux-mêmes. Comme nous, on pense toujours à nous-mêmes. Donc, en fait, non, regarde, on fait pas attention à ce que les autres projettent. Et je voulais te poser, la première question que je voulais te poser, c'est par rapport à ta relation avec ton frère, que tu as mis un peu en avant sur les réseaux sociaux. Ton frère qui n'est autre que le susnommé le radis irradié. Et t'en as parlé il n'y a pas très longtemps, vous étiez frères et sœurs, parce qu'il il est youtubeur aussi. Et il est youtubeur, on peut dire, un peu critique. Et même au-delà de ça, il met quand même en avant parfois des très gros sujets très lourds, des arnaques, des grosses problématiques. Et vous aviez jamais vraiment parlé du fait que vous étiez frères et sœurs avant, il y a 1 an. Pourquoi est-ce que vous avez pas évoqué ça ? Je pense que c'était une volonté de notre part, en fait, de pas... Tu sais, nos contenus étaient tellement presque à l'opposé, parce que lui, il parle d'arnaque et il essaie de vraiment mettre le jour sur ce qui est fake sur les réseaux sociaux et tout. En fait, je pense que c'est un peu lié au fait qu'à ce moment-là, lorsqu'il a commencé justement avec je crois que l'une de ses premières vidéos où il parlait d'arnaque, un peu comme ça, c'était visé sur une influenceuse un peu beauté à l'époque. Et donc, je me suis dit, OK, moi, je ne peux pas faire partie du truc parce que c'est ma communauté, en fait, que tu attaques. Et donc, c'est pas bon, quoi. Et puis, avec le temps, en fait... Avec le temps et aussi avec le fait que tu aies fait quand même un énorme shift de contenu. Parce que quand on a fait la première interview en visio, tu venais de te séparer. Et c'est là, quand même, où tu vivais plus avec ton ex. Ça faisait 1 an qu'on était séparés, Et donc là, tu avais vraiment commencé à bien amorcer ce nouveau contenu sur ta chaîne, parce que tu es vraiment passé d'un contenu beauté à un contenu quasiment plus beauté. De temps en temps, tu parles un petit peu de beauté, mais de façon très anecdotique, et c'est plus des vidéos, tu vois, où tu te maquilles, ou voilà. Qu'est-ce qui a motivé ce changement de contenu ? Est-ce qu'il y a eu un élément concret, vraiment un jour où tu t'es dit
vas-y, j'en ai marre, je zappe, je passe à autre chose. Non, je pense que c'est juste... c'était juste un peu... ça s'est fait naturellement parce que pendant très très longtemps, j'étais centrée beauté parce que ma vie tournait qu'autour de ça, tu vois. Et parce que c'était la seule passion que je me donnais ou je sais pas. Donc forcément, mon contenu l'était. Et puis évidemment, le monde de la beauté, tu gagnes quand même vachement bien. Donc c'est une sécurité aussi pour moi de rester que là-dedans. Mais quand je me suis moi-même diversifiée, en fait, tu sais, quand moi, la personne que je suis, a commencé à regarder ailleurs et à m'intéresser à d'autres choses, il était logique que la beauté ne puisse pas rester au centre même de ma chaîne parce que c'était plus ce qui me passionnait à 100%. Donc ça en fait toujours partie. Parce que je me maquille toujours, parce que j'aime bien suivre les nouveautés quand même et que tout ça. Et parce que ça reste quelque chose que j'apprécie énormément, mais plus comme avant. Donc c'est pour ça. C'était pas une décision, quoi. Quand même, quand c'était la grande hégémonie des youtubeuses beauté, d'ailleurs, tu as fait tout un plus sérieusement sur ça, sur ce que tu appelais la fin du règne des youtubeuses beauté. Vous avez fait aussi moins de vues. Quand je dis vous, c'est la plupart des youtubeuses beauté à l'époque. Est-ce que ça, psychologiquement, c'est pas difficile à un moment donné? Oh, si, c'est difficile, mais je pense que... En fait, moi, je pense l'avoir quand même vachement bien esquivé. Parce que j'ai... T'as shifté au bon moment. Ah ouais. Parce que je pense que je me suis rendu compte de la nécessité de shifter avant que ça soit populaire, tu vois. Parce que moi, ce changement, je l'ai quand même... j'ai commencé à le mettre en œuvre août 2019. Donc, c'était avant Covid, tu vois. Mais... Est-ce que ça fait peur donc de voir les vues descendre et tout? Bah ouais, parce que c'est ton gagne-pain. Et que tu te dis, quand t'as l'habitude d'un certain mode de vie et que tu as un prêt ceci, un machin, une école à payer et tout, et surtout que moi, toutes les responsabilités financières tombent sur moi, ouais, c'est stressant. Mais en fait, je regarde mes analytiques et je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose qui change en fait pour moi. Et surtout, est-ce que t'as pas retrouvé une communauté que t'avais perdue? Ah si, c'est même l'un des trucs qui est le plus kiffant. Et c'est trop bien ça. Mais c'est trop bien et c'est marrant parce que on laisse souvent des commentaires, on me dit je suis désolée, je veux pas t'offenser, j'espère que ça va pas te faire de la peine, mais genre je suis partie il y a 4-5 ans et là je reviens et je te redécouvre et je kiffe quoi. Et je le prends pas mal du tout. Enfin, tu me donnes une deuxième chance. À quel moment est-ce que je vais mal le prendre? Oui, parce qu'en fait, des filles qui avaient peut-être grandi avec toi quand tu faisais de la beauté, elles sont peut-être devenues mamans, tu vois, un peu au même âge que toi, 25 ans, et donc de ce fait, d'autres problématiques. Et là, te retrouver dans un contenu où t'es en accord peut-être, tu vois, avec ce qu'on attend de toi au niveau de ton âge, c'est vrai qu'elles peuvent peut-être beaucoup plus s'identifier et que c'est un public qui peut être encore plus engagé parce qu'elles te ressemblent et qu'elles ont la même vision que toi. Mais je pense que, tu sais, ça a vraiment shifté quand... c'est marrant parce que c'est revenu, je pense qu'on en a même parlé en message. J'oublie des fois ce que je dis aux gens. Mais je suis revenue de mon voyage en fait en Californie, premier voyage presse, et c'est à ce moment-là que ça a shifté dans ma tête. Parce que j'ai été balancée en fait dans un monde de paillettes et d'artifices. C'était quoi? C'était pas Beauty Blender? Non, c'était Too Faced. Too Faced. Too Faced, c'était en 2015. Ouais. Et ma fille avait juste à peine 3 mois. J'étais en pleine dépression postpartum, tu sais, et tu me balances des trucs comme ça. Et j'étais en mode, mais waouh, je veux vivre cette vie de glam et de perfection et de tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à changer. Et je pense sincèrement que c'est à ce moment-là aussi que ma communauté, ça s'est pas vu dans les analytiques tout de suite, mais ça s'est ressenti quand même quelques mois après. Et je me souviens très bien ne pas comprendre en fait... ce désintérêt pour ma chaîne et me dire mais attends, je fais les trucs comme les autres ils font et c'est trop cool et regarde et tout, c'est comme les Américaines et tout, et pourquoi est-ce que ça vous plaît pas? C'est parce qu'en fait j'étais pas moi. Ah oui, les gens n'arrivaient plus à s'identifier en fait, parce que même toi tu t'identifiais plus, t'étais un perso quoi. Ah ouais, j'avais fait un dédoublement de... En fait, moi je pars du principe que si jamais tu veux pouvoir, quand t'es une personne publique comme ça, et surtout à cette ampleur, c'est soit tu es 100% toi, ou soit tu trouves un personnage et tu es obligé de te scinder en deux. Et c'est difficile à maintenir. Je trouve que c'est pas très sustainable, tu sais. Donc... tu l'as tenu longtemps, peu, ce perso. Ouais, mais ça te bouffe tout. Mais est-ce que t'étais le perso sur les réseaux et aussi le perso dans ta vie? C'est ça, en fait. Parce que ça va au-delà, toi, le problème, juste sur le réseau. C'est ça. Moi, je pense que j'ai réussi à tenir... quand je parle de moi, c'est vraiment parce que
psychologiquement, je pouvais pas tenir plus. Je pense que j'ai réussi à tenir aussi longtemps parce que je vivais pas en France. Et donc, il y avait toujours en fait cette coupure entre mon monde pro et mon monde perso qui me permettait de garder un équilibre qui s'est avéré être très compliqué à garder sur le long terme parce qu'au bout d'un moment, ça déteint en fait. Et les gens dans ton entourage, ils te reconnaissent plus. Et j'ai de la chance, tu vois, mes parents, ma famille proche, ils m'ont toujours énormément soutenue, peu importe ce que je fasse. Mais après, c'est pas le cas pour tout le monde. Donc des fois, tu peux aussi perdre des amitiés, froisser quelqu'un parce que tu fais quelque chose, ton personnage fait quelque chose que toi, tu ferais pas normalement. T'as des regrets par rapport à ça? Ouais, énormément. Genre, il y a tellement de relations. Et après, tu te dis, elle aurait pas pu non plus tenir parce que cette relation, elle a été créée par une personne fictive. Donc, elle n'aurait pas pu être entretenue sur le long terme. C'est quelque chose qui devait avoir une fin au bout d'un moment. Mais je regrette la façon... moi, j'ai peut-être mis fin à ce genre de relations ou qu'elles ont pris fin par quelque chose que j'ai fait. De blesser un être humain, c'est pas quelque chose qui me... Je vis pas forcément très très bien avec, quoi. Mais parce qu'en même temps, toi, t'étais aussi à ce moment-là un peu prise dans les feux. T'avais aussi ta séparation à gérer, parce que forcément, le moment où t'as vraiment changé, c'est le moment aussi où toi, tu t'es séparée. Ouais. Et t'as changé, on le disait tout à l'heure, aussi physiquement. Et tu l'as dit plusieurs fois que tu voulais aussi te faire retirer la poitrine, puisque t'avais... te faire retirer la poitrine, je m'entends. Les prothèses. Les prothèses. Yes. Est-ce que c'est toujours quelque chose... ça va dans ce cheminement-là. Tu vois, je trouve que c'est une image forte, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que je trouve que c'est fort qu'à un moment donné dans ta vie, en tant que femme, tu aies eu ce besoin physiquement de peut-être vouloir plaire à quelqu'un, à quelque chose, à un idéal, et qu'aujourd'hui, tu sois vraiment beaucoup plus dans le naturel et finalement ne plus te mettre en valeur par ton physique, mais par seulement ce que tu es à l'intérieur. Ouais, c'était plus me plaire à moi en vrai. Parce que je me suis regardée, en fait, j'ai regardé les autres, c'est vraiment, encore une fois, je suis rentrée dans l'avion de la Californie, j'étais sur les sites web de tous les chirurgiens esthétiques de Nashville pour regarder qui serait le mieux pour me faire opérer, quoi. Donc, c'est fou que soit vraiment... il y a un élément concret qu'on peut nommer qui est voyage Too Faced, quoi. Je trouve c'est fou et je trouve ça hyper flippant parce que je dis mais là j'étais tellement influençable. Bon après j'avais 25 ans mais quand même quoi, quand bien même que tu sois aussi jeune que ça, je trouve que c'est quand même assez flippant. Mais du coup je sais plus ce que je disais. Le lien je sais plus où est-ce que il était là-dedans. Te faire retirer la poitrine. Ouais, me faire retirer la poitrine, c'est toujours quelque chose que je veux faire. C'est juste que semblerait que se faire retirer la poitrine coûte plus cher que s'en faire poser une. Ah, mais tu sais, c'est comme le détatouage finalement. Ça met 1 heure à faire un tatouage et puis pour te faire détatouer. Ça a mis 5 mois. Tu douilles et c'est long, quoi. Donc, non, c'est beaucoup plus compliqué et tout. Et puis, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire justement en revenant de ce voyage-ci. Ça peut pas se passer parce que j'ai pas l'argent. Tout simplement. Voilà. J'ose le dire, je vous regarde droit dans les yeux, mais les gars, des fois, les influenceurs, ils ont pas autant de fric que vous pensez qu'ils en ont. En plus, tu déménages aussi, donc il y a peut-être de l'argent à mettre pour l'instant ailleurs. Autre part. Puis en fait, on rentre dans une récession, là, donc tout le monde a exactement les mêmes problèmes. Enfin, l'ampleur est pas la même, évidemment, mais... et puis c'est moi qui paye tout, j'ai toutes les charges, toutes les responsabilités financières retombent sur moi de ma fille, donc voilà. Et la vie aux États-Unis coûte cher. Oui, ça c'est vrai que... Très mais c'est cher. bien de le dire aussi, tu vois, parce qu'il y a ce truc d'American Dream qui en réalité quand même peut être un peu remis en question sur certains points, notamment la sécurité sociale, notamment l'accès aux soins aussi. Est-ce que tu penses que l'image de toi a été influencée par les réseaux sociaux? Le fait que tu travailles sur les réseaux sociaux ait influencé la perception que tu pouvais avoir de toi-même? Si tu avais fait un métier totalement différent, que tu avais été, je ne vais pas dire comptable, parce que les pauvres, à chaque fois, je les prends comme exemple. Les pauvres, mais c'est... Que tu avais été commerciale en téléphonie, est-ce que tu penses que tu aurais eu le même rapport à ton physique qu'aujourd'hui? Non, je pense pas. Je pense pas. Je me suis jamais trouvée belle, mais je me suis souvent trouvée cute, tu vois. Et c'est pas avant que je sois sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est ouf. Mais j'ai une photo lors du voyage presse de Too Faced qui a été repostée sur leur Instagram.
Et quand j'ai vu les commentaires et que j'ai vu les commentaires en fait horribles à mon sujet, je me suis dit mais c'est pas possible en fait. C'était sur quelle thématique? Sur quelle thématique? Je ressemble à une tortue. Alors ce commentaire-là, ouais, elle ressemble à une tortue. Et une tortue, mais une tortue. Quel rapport? Bah écoute, je sais pas. Moi, je trouve que les tortues sont mignonnes. C'est mignon, les tortues, ça mange de la salade, c'est tout mignon. D'abord. Et puis, ouais, non, c'est des trucs comme ça, en fait. Tu sais, peu importe, mes lèvres sont trop comme ci, mes dents sont trop comme ça, mon nez, je l'ai jamais refait. On a toujours pensé que je l'avais refait et tout. Donc, ça, c'est contrario, mais. Ça te bousille le cerveau, surtout. Peut-être que c'est pour ça aussi que ça m'a marqué autant, parce que j'étais en dépression postpartum. Tu sais, je pense que c'est pour ça que ça m'a vraiment fait ce choc où j'allais déjà pas bien. Tu allais pas bien, oui. Et j'étais pas entourée, j'étais pas bien entourée, j'étais pas sécurisée en plus dans mon couple. J'avais pas... je recevais aucun compliment. Et donc, en tout cas, pas des personnes... On en a déjà parlé, que j'avais vraiment envie de recevoir des compliments d'eux, je n'en recevais pas. Et donc, en plus, quand on te détruit en fait, sur les réseaux sociaux parce que tu rentres pas dans le moule de l'influenceuse, l'instagrammeuse, machin et tout, ça te fait faire des trucs... Et puis, encore une fois, t'es à l'autre bout du monde, t'es toute seule. Ouais. T'avais pas beaucoup d'amis à ce moment-là, non. Comme tu peux avoir aujourd'hui, où aujourd'hui j'ai l'impression que t'as quand même des copines, on en parlait tout à l'heure, Émilie, ouais. ou même des gens que tu montres pas forcément sur les réseaux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, t'étais aussi très isolée. Ouais. Et c'est peut-être aussi tout le propre de la toxicité de la relation dans laquelle t'étais, qui t'enferme aussi, et qui fait que t'es complètement dépendant du moindre compliment, du moindre regard, qui même peut paraître normal, mais qui pour toi, d'un seul coup, paraît être incroyable, et que tu te retrouves embrigadée là-dedans, quoi. Et est-ce que le fait d'avoir un enfant et peut-être une fille, ou enfin, je ne sais pas si ça change beaucoup quelque chose ou pas, mais ça a eu un impact aussi sur ta vision de ton corps et de ce que tu voulais transmettre à ta fille? Tu vois, en se disant, si elle sent que sa maman est complexée, bien que c'est pas un truc choisi, hein, voilà, mais tu vois, peut-être en disant, j'ai pas envie qu'elle grandisse avec ça. Ouais. Je pense que ça a influencé. Je pense que ça l'a influencé, mais pas forcément d'une bonne manière, tu sais, parce que du coup, j'essayais de me décomplexer d'une autre manière ou de montrer une image de moi décomplexée alors que je ne l'étais pas, tu vois. Donc, je pense que ça a joué un rôle, mais je ne pense pas que c'était bénéfique pour le coup. C'est jusqu'à temps que je me dise c'était plus une question de matériel et de ce que j'avais accumulé ou que je ne me sentais pas heureuse et que je me suis dit, tu vois, c'était pas la perception que ma fille avait de moi qui était importante, c'était réellement la réalité. Quoi, notre relation à nous. Et quand je me suis dit, notre relation, si jamais on continue comme ça, on n'en aura pas, c'est à ce moment-là que c'est devenu beaucoup plus important pour moi, quoi. T'as mis du temps à créer une relation mère-fille? Ouais, beaucoup trop longtemps. En fait, si je me mets à chialer, je vais m'en vouloir. On peut parler d'autre chose si ça te met mal à l'aise. Non, c'est pas grave, parce que moi, je pars du principe que les sujets qui te mettent mal à l'aise sont les sujets dont il faut parler, tu vois. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Non, on était... quand elle est née, on était toutes les deux, toutes seules, tout le temps. Mon ex-mari, lui, il était encore dans l'armée pendant ce temps-là, donc jusqu'à ses 2 ans et demi, si je ne me trompe pas dans la timeline. Et donc, je jonglais entre ma chaîne, mes 3 vidéos par semaine, et ma fille. Et c'était très difficile, psychologiquement, parce qu'en plus, les commentaires que tu reçois, la pression de... Tu sais, à ce moment-là, quand elle est née, j'étais la 2e youtubeuse de France beauté, chose qui a chuté carrément. J'ai associé avec sa naissance, alors que... Et le fait que j'étais allaitée et que je ne pouvais pas travailler pendant cette semaine, ça m'a foutu dedans aussi, parce que c'était ma passion, c'était la chose qui me faisait vibrer le plus, quoi. Quand t'as rien d'autre et que t'es dans un pays étranger, c'est hyper important. Et puis après, lui, il a été retraité de l'armée. Et donc, il a pris la relève. Et moi, je suis partie de voyage en voyage. Donc, j'ai été présente, mais j'étais pas là souvent. Et quand j'étais là, je devais bosser, ou j'étais jet-laguée, ou tu vois. C'est des trucs que j'ai du mal à reconnaître, mais que je me force à l'admettre, parce qu'en fait, si jamais je suis pas honnête avec moi, je peux pas être honnête avec elle, je peux pas être honnête avec le monde, et ça va pas, quoi. Tu lui en as parlé de ça? On en a parlé. Je me suis excusée, tu vois, plusieurs fois. Et c'est mignon parce qu'en plus, elle s'en rend pas forcément compte, en fait. C'est des conversations qu'on a eues, genre il y a 2 ans, et elle avait 5 ans. Donc, je pense qu'on en reparlera quand elle sera un peu plus âgée et qu'elle aura peut-être plus de recul ou qu'elle comprendra un petit peu mieux tout ça. Mais je me suis excusée, ouais.
Oui, et puis il faut aussi qu'elle... Parce que pour l'instant, elle ne le perçoit pas, peut-être qu'elle n'en a pas de souvenir, donc elle n'a pas ressenti, elle ne sait peut-être pas encore exactement ce que c'est que le manque, et ce que c'est que se construire aussi en tant que petite fille, en tant que femme, parce que c'est vrai que tu es son modèle, en fait. Finalement, elle se construit beaucoup, je pense, à travers toi. Ouais, énormément, ce qui est assez flippant. Parce que, je sais souvent ma copine, en fait, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, sa façon de bouger et tout. Je dis, oh là là. Et c'est pour ça que je me dis, moi, il faut absolument que je sois honnête et juste complètement moi, parce que si jamais... Et la meilleure version de moi, parce que si jamais elle va me copier moi, faut pas que je foire, quoi. Fous la pression, quoi. Mais un petit peu. Bon, la bonne chose, c'est qu'on s'est séparés quand elle avait 4 ans, elle venait à peine d'avoir 5 ans. Et donc, il n'était pas encore trop tard, tu sais, pour moi d'essayer de changer les choses, tu vois, le plus vite possible. Oui, pour qu'elle voit un autre modèle et qu'elle voit sa maman comme une femme libre, épanouie, qui assume ses choix. Mais il arrive à un moment, c'est trop tard pour les enfants, tu vois, ce genre de choses. Après, il n'est jamais trop tard. C'est toujours bon de voir ses parents faire la bonne décision. Mais pour la construction même d'un enfant, le plus tôt, le mieux, quoi. Et ce qui est d'autant plus difficile, je pense, c'est aussi dans le contexte actuel, t'en parlais tout à l'heure, d'élever... Vraiment, là, pour le coup, c'est une petite fille aux États-Unis. Avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, à l'heure où on filme cette vidéo, il y a une loi anti-IVG qui est passée aux États-Unis. Et donc, il y a plein d'États qui sont maintenant en droit de... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une loi qui a été votée dans les années 70 a été annulée. Ah bon, ouais. Et donc, ce qui fait, c'est... Donc, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, mais ce qui fait, c'était une loi suprême. Donc, ça prend toute la nation. Et après, on a la loi gouvernementale qui, là, est dirigée par les gouverneurs. Mais ce que ça fait, c'est que ça annule le droit à l'avortement dans... Ça n'annule pas le droit à l'avortement, en fait, ça annule la légalité nationale de l'avortement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que maintenant, c'est uniquement le gouverneur ou le gouvernement de l'État qui va choisir. Donc, si tu es en Californie, ça ne change rien pour toi. Par contre, si tu es en Tennessee, à voir ce qui va se passer, quoi. Et toi, tu es dans le Tennessee? Je suis dans le Tennessee. Parce que c'est un État républicain, et donc je sais très bien que le gouverneur n'est pas pour l'avortement, donc c'est qu'une question de temps avant que la loi soit changée et qu'on ait plus accès. Ils n'ont pas pu, pendant très longtemps, ils n'ont pas pu, tu vois, annuler le droit à l'avortement, mais ils faisaient tout pour changer, en fait, les régulations. Ils faisaient en sorte que, tu vois, dans les cliniques pour avortement, il fallait que les couloirs soient de 6 mètres de large pour que 2 lits puissent passer, comme dans un hôpital, par exemple. Alors que, en fait, t'as pas besoin d'un lit à roulettes quand t'as pas besoin de ça dans une clinique pour avortement. Donc ça, c'est des lois qui sont passées au Texas, par exemple, parce qu'ils n'avaient pas le droit de juste rendre l'avortement illégal. Ils ont fait en sorte que tous les critères pour que tu puisses avoir une clinique qui soit viable pour l'avortement soient principalement... ça, j'avais pas du tout ça en perspective. Mais c'est tellement complexe. C'est trop vicieux. Donc c'est beaucoup de choses qui ont été faites comme ça dans les États différents qui sont donc républicains, qui sont mis en œuvre depuis des années. Et là, l'annulation de Roe v. Wade, ça, c'est vraiment le coup de grâce, en fait, parce que ça veut dire que le fédéral ne peut plus rien faire pour nous. Maintenant, on est soumise au gouverneur ou au gouvernement de l'État. Et si tu es dans un État républicain, tu sais très bien comment ça va finir. Et comment est-ce que tu envisages de ce fait? Est-ce que ça remet un petit peu en question ton avenir aux États-Unis ou pas? Parce que je vois qu'on te pose tout le temps la question. Chaque FAQ, chaque truc. Est-ce que tu vas quitter les États-Unis? C'est compliqué parce que ton mari est américain et tu peux pas soustraire... Oui, pardon. Pardon. Ça compte. Pardon. Non, ton ex-mari est américain et donc tu peux pas soustraire sa fille et l'emmener en France comme ça. Donc il y a vraiment cette problématique-là. À chaque fois, donc, tu réponds que tu dois rester aux États-Unis. Aujourd'hui, si on oubliait cette histoire d'ex-mari qui est américain, est-ce que tu serais en France aujourd'hui? Oui.
Oui, probablement. Mais c'est pas que dû à l'avortement, hein, pour le coup. Hein, Mais c'est un vecteur, là, aujourd'hui, en plus, peut-être. C'est un vecteur en plus. Après, tu vois, je me dis, je suis bloquée aux États-Unis. Si jamais il y a moyen, en fait, d'utiliser ma présence d'une façon bénéfique, je vais le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être les moyens d'aider quelqu'un à avoir accès, je sais pas, à la contraception ou au plan B, ou, je sais pas, à conduire quelqu'un dans un autre État, ou sponsoriser un billet d'avion pour quelqu'un qui aurait besoin, tu vois, de... Peu importe. On est en train, avec des copains, j'ai pas mal de copains, copines et tout ça dans le Tennessee, où on est en train de créer un petit groupe où on va essayer de mettre en œuvre ce genre de choses, quoi, pour faire en sorte de quand même rendre l'avortement accessible aux personnes qui en ont besoin. Donc tu vas être très active là-dedans? C'est ce que je veux faire. Mais t'es devenue active. Je peux pas rester en fait les bras croisés. Quand tu vois que le monde est en feu, tu te lèves, tu prends un saut, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Tu l'as beaucoup fait ces derniers temps. Que ce soit d'un point de vue politique, d'abord, sur les élections. Ouais. Tu t'étais présidentielle, oui, tu avais fait un appel au vote, ouais. Là, j'ai revu pendant les législatives aussi. Déjà, une première question. Est-ce que le fait de t'être un petit peu positionnée, le gouvernement t'a fait du pied ou pas pendant les élections pour faire des lives? Parce que tu sais, là, en ce moment, il y a vraiment cette polémique qui est vraiment sur Twitter, des influenceurs qui ont été payés pour la politique. Toi, on t'a jamais proposé? Non, et je refuserais. Je pense que chacun vit les choses comme ils ont envie de le vivre, mais moi, personnellement, ma conscience, ce serait pas possible. Parce que dès lors qu'il y a de l'argent, ton opinion peut être facilement, tu sais, swayed. Et je peux pas. Pour mon intégrité, pour la force de ta parole, c'est pas possible, en fait. Alors, je comprends la motivation, je comprends carrément, tu vois, l'argument qui peut être donné autour, mais moi, personnellement, ça serait hors de question. Et alors, pourquoi se positionner pour un candidat en particulier ou pour un parti en particulier? Ça, c'est mes opinions, en fait. Donc, pourquoi? C'est parce que c'est ce en quoi je crois. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça ne veut pas dire que moi, je force les gens à le faire. C'est juste que je partage mon opinion parce que on a le droit à l'expression. En 2022, on nous l'accorde encore. Et donc, moi, ayant une influence ou pas, comme toi, ayant une influence ou pas, tu peux le faire. Donc, si tu as envie de le faire, fais-le. Et c'était bien reçu par ta communauté? 95%, oui. Oui, de toute façon. Et après, je vais dire que 95%, oui, il y a peut-être quelques pourcents qui sont pas fans, mais qui le respectent parce qu'ils me respectent. Et puis après, il y en a peut-être 2%, 1%, même pas, qui se sont dit écoute, non, je pars. Oui, parce qu'il y a ce sujet de se positionner sur des sujets qui sont quand même compliqués, même à aborder en tant qu'influenceur. Tu sais que tu vas faire face à des gens qui sont pas forcément d'accord avec toi et qui peuvent être un petit peu virulents. J'ai vu que tu avais répondu en commentaire sur un post, alors je sais plus si c'est le compte Paye ton influence ou si c'est Bon Pote, je crois. Je pense que tu penses à Paye ton influence. Alors c'est peut-être les deux. Parce que le commentaire, c'était parce que il disait, tu sais, il faut appeler vos influenceurs préférés à se sensibiliser à l'écologie. Et tu as soulevé un point que j'avais pas du tout en tête, qui était, ok, mais parfois la communauté n'apprécie pas qu'on se mobilise pour l'écologie. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais que dans ton cas, en tout cas en tant qu'influenceuse, ex-influenceuse beauté, où l'influence beauté brassait énormément en termes de surconsommation, les communautés qui sont habituées à ça t'accusent clairement de cracher dans la soupe, quoi. Donc toi, en fait, t'as ce problème-là, qui est que si tu te mobilises, on t'encourage pas, mais au contraire, on te décourage parce qu'on te dit que tu craches dans la soupe, c'est ça? C'était plus ou moins ce que le commentaire c'est mot pour mot, cracher dans la soupe, c'est ce qui m'a été dit. Et ça, j'étais pas naïve, en fait. Je savais très bien que c'est quelque chose qu'on allait me reprocher. Et quand j'en parle régulièrement, c'est quelque chose que je mentionne, en fait. Je suis extrêmement reconnaissante de la carrière que j'ai eue. J'ai kiffé ma life pendant autant d'années. Mais ça ne change pas qu'à l'heure actuelle, je me rends compte de l'impact que j'ai eu, que j'aurai toujours si je continue à faire le contenu que je faisais à cette époque. Et que moi, je ne peux pas, en bonne conscience, continuer. Et si je me rends compte de la sévérité du problème, je ne peux pas rester silencieuse. C'est pas possible. Donc, qu'on m'accuse, en fait,
de cracher dans la soupe et d'être hypocrite et tout, c'est vraiment des choses avec lesquelles je peux réellement vivre parce que c'est le cadet de mes soucis, tu vois. Je préfère cracher dans la soupe que boire le poison, quoi. Est-ce que tu penses qu'on peut être influenceur et éco-conscient? Alors, ou c'est pas compatible? Je pense que d'une façon ou d'une autre, on peut l'être, oui, mais ça veut dire qu'on se soumet à des règles très, très rigides. Parce que quand t'es influenceur, t'es appelé à aller ici, à là. Parce que quand t'es influenceur, l'une des meilleures façons de te rémunérer, c'est de pousser à la consommation de quelque chose. Et donc, après, on va toujours tout consommer. L'être humain aura toujours besoin de quelque chose. Et donc, moi, je pars du principe que c'est pas un problème tant que c'est pas à outrance et que ce sont des choses qui sont nécessaires. Et maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que j'ai pas 15 partenaires make-up par mois. J'ai un partenaire make-up, j'ai un partenaire tech, j'ai un partenaire, pour l'hygiène et la santé, j'ai un partenaire pour, j'en ai pas pour la food, mais par exemple, je pourrais en avoir pour la food. Et donc, dans chaque catégorie importante, on va dire, de la vie d'un humain, je choisis la marque avec qui j'ai envie de travailler, qui me reflète, j'adore leurs produits et tout ça, et je me dirige vers eux, et je me dis, OK, on va bosser ensemble. Parce qu'on a tous besoin de quelque chose et parce que je pars du principe que ma communauté, par exemple, principalement féminine, elle a besoin d'un moyen d'hygiène pour quand elle a ses règles. Je dis, okay, très bien, je vais m'affilier avec une marque avec qui je crois et que j'utilise leurs produits, etc. Et ça me permet de vous offrir peut-être, je sais pas, des codes promo ou un truc ou un autre. Et ça m'aide, ça vous aide, ça... Qu'une vision peut-être un tout petit peu plus long terme de l'influence qu'avant, où avant c'était vraiment peut-être des collabs one-shot. Là, on part peut-être sur des choses plus long terme. Je pense par exemple notamment à ta collab avec Google. Je sais pas si t'es encore en collab avec eux. Tout à fait. Où ça fait des années que je vois la Google Home chez toi. Et voilà, dans plein de postes différents. Effectivement, elle est peut-être plus vers là et aussi pour une pérennité de l'influence. Parce que quel est l'avenir de l'influence aujourd'hui? Est-ce que tu vois un avenir à l'influence ou est-ce que t'es un peu angoissée de ça? Alors, dans mes jours les plus pessimistes, je n'y vois pas de futur. Donc, au long terme, tu vois, je dis dans les prochaines années, 1, 2, 3 ans, ouais. Passer ça, j'ai du mal à l'imaginer, tu vois, parce que je suis trop les actualités pour être naïvement optimiste. Quelles actualités? Toutes. Tu vois, la guerre en Ukraine, tout. La récession qui est genre, mais on y est là, on a le petit goût là. Et je me demande en fait si c'est de l'inconscience ou si c'est juste ça n'a pas d'importance, tu vois. Je me demande si jamais la globalité des influenceurs se rendent compte du futur qui nous attend. Et s'ils le savent, ou s'ils ne le savent pas. Et s'ils le savent, alors pourquoi est-ce qu'ils ne font rien? Ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Et alors, est-ce que tu essayes de penser à une voie de sortie? Bien sûr. Même ma voie de sortie, elle est plus ou moins toute calculée, tu vois. Donc là, je suis en train de me préparer pour ça. C'est aussi pour ça que je revends ma maison, parce que je vais essayer de mettre de l'argent de côté pour au cas où, parce qu'on ne sait jamais, et parce que... Voilà, après, moi, j'ai un métier. Je suis quand même coiffeuse de... Je ne veux pas retravailler dans la coiffure, parce que c'est... Tu vois, pareil, dans le long terme, tu te dis... si on rentrait dans une apocalypse, on n'a pas besoin de coiffeur, tu vois. Donc j'ai besoin J'ai besoin de me trouver quelque chose qui soit un petit peu plus serviable que... Qui donne du sens, peut-être aussi. À l'intérieur. Après, tu vois, la coiffure, moi, j'ai toujours kiffé. Pas parce que juste tu fais les cheveux, mais tu as des conversations avec les gens. Tu vas te raconter ta vie, leur vie. Ils te transmettent souvent des connaissances, des trucs et tout. Puis après, tu as le côté aussi où tu transformes quelqu'un et il s'assoit dans ta chaise et on fait psychologue et en même temps... Tu leur apportes beaucoup de bonheur, enfin quand c'est réussi, parce que quand tu rentres chez le coiffeur, t'es pas content, voilà. Mais c'est vrai que des gens qui se trouvent un peu bof vont chez le coiffeur, c'est le moment où tu sais que tu vas être bien, tu vas ressortir. C'est ça. Physiquement et psychologiquement, moi mon but en tout cas quand j'avais un client sur ma chaise, c'est ça, c'est que psychologiquement et physiquement, je veux que tu ressortes mieux de ma chaise. Et donc pour cet aspect-là, je kiffais, mais après, je sais pas si jamais je le referais. On sait pas. Genre franchement, je sais pas. Peut-être un truc dans la déco.
Ouais, parce que ça te botte de ouf, ça. Après, je me dis, tu vois, c'est pareil. Oui, c'est pas hyper. ouais. Mais ouais, ça me. En fait, c'est plus de la déco, rénovation et upcycling que j'aimerais bien. C'est plus ma niche, tu vois. Et ça, je trouve qu'il y a plus de futur que, bon, ben, tout le monde sait acheter une chaise sur la maison du monde et la positionner bien avec un coussin et la lumière et machin. Ouais. Moi, je veux montrer comment est-ce qu'on peut faire des choses avec ses mains. Ouais. Ouais, mais je te vois bien faire tout ça. Et puis même, peut-être dans quelque chose d'un peu plus... Enfin, pas dans le développement personnel, mais tu vois, mais ça, je kiffe. Mais c'est ce que tu insuffles sur ta chaîne. Mais moi... J'ai toujours, en fait, ce que j'aurais voulu, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, mais la psychologie, ça a toujours été quelque chose qui me passionne vraiment. Et j'ai jamais pensé avoir, tu sais, les facultés cognitives pour devenir psychologue, donc je me le suis jamais réellement permise. Et plus le temps passe, plus je me dis... Est-ce qu'on passerait pas un petit diplôme? Exactement. Qu'est-ce que je fais? Ouais, mais il y a grave d'années d'études, là. Je me dis, je peux pas commencer à 40 ans. Oh là là. On peut tout faire. Parce que là, quand je pense à ça, tu sais à quelle vidéo je pense? Je pense à l'heure où je poste cette vidéo, je vais la mettre en barre d'infos, cette vidéo où tu racontes ton date. Ah, tu penses à ça? Je pensais pas que tu allais parler de ça, ok? Tu penses à laquelle? Moi, je pensais que t'allais parler à la dernière sur ma chaîne, tu vois, parce que du coup, il y a beaucoup plus de psychologie dans cette vidéo-là, celle que j'ai faite. Oui, mais moi, en fait, je pense à celle, je pense que je t'ai jamais vue aussi vulnérable que sur celle où tu racontes. Donc, pour celles qui l'ont pas vue, celles et ceux, je vous la mets dans la barre d'infos. Moi, j'ai l'impression, je te dis, on est au café entre copines. Sandria raconte un date qu'elle a eu, et c'est une histoire d'amour à la Roméo et Juliette. On se quitte à l'aéroport et finalement, on se retrouve et tout. Et là, tu déballes tout, quoi. Enfin, là, t'as mis un filtre ou pas? Ou vraiment, t'as été... Non, j'ai tout dit. Alors, elle est où ta notion d'intimité maintenant sur les réseaux? Moi, je pense que l'intimité, en fait, c'est très subjectif. Ça dépend de ce que la personne est prête à partager. Ah, complètement. Et dès lors que moi, enfin, tu t'évoques le terme vulnérabilité. Enfin, c'est vraiment ça. Moi, je pars du principe que quand t'as rien à cacher, enfin, il y a plus réellement de tabou. J'ai pas envie de vivre caché ni quoi que ce soit. Je pense que plus t'es transparent avec les gens, plus t'es vulnérable avec les gens, plus ils vont l'être en retour. Et c'est cette transparence et cette vulnérabilité et l'empathie aussi dont l'humain manque cruellement en ce moment. Donc j'essaye de, un peu en montrant comment moi je fais, et peut-être que j'applique plus ou moins la même façon la même chose que j'élève ma fille de cette manière, tu vois, où on est très vulnérable, on est très authentique, on se dit la vérité, ou en tout cas on essaie de pas se mentir. Et donc, sur ma chaîne, je fais la même chose. Et je me dis, si jamais je donne ça, on va me rendre ça. Ça a été super bien accueilli, je crois, dans les commentaires. Ça a été extrêmement bien accueilli. Et ça fait plaisir. Et après, les gens qui ne le regardent pas de la même façon, moi, je suis assez construite, en fait, pour que ça me glisse vraiment sur le dos. Donc... Et le mec dont tu as fait la vidéo, enfin, dont tu as parlé en vidéo, il t'a raconté un peu votre histoire. Ouais. Est-ce qu'il est au courant de ça? Je pense pas lui avoir dit. Je n'ai pas ce souvenir. Je n'ai pas ce souvenir. Non, parce qu'en fait, j'ai eu 2 secondes où je lui ai presque dit. Et puis après, je me dis, je le dirai plus tard. Presque dit que tu avais fait la vidéo ou que t'étais... Ah oui, il est au courant de ton métier. Ah oui, bien sûr. Ah non, parce que lui, pour le coup, c'est pas... Enfin, mes relations, c'est comme la vidéo. Oui, tu dis tout. Tu dis pas que t'es... non, 100% transparente avec lui sur tous les points de vue de ma vie. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes... Je peux pas... On répond pas à cette question. Je peux pas répondre. En fait, la réalité, c'est que je suis pas... Je pense pas que je pourrais me mettre en couple avec juste une personne. Ah, tu fais bien d'en parler. J'ai vu sur Twitter que tu avais abordé ce petit sujet. Ouais. Doucement mais sûrement, tu as glissé un petit tweet. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense du polyamour? Genre vraiment, c'est arrivé comme ça. Et tu t'es venue à ce chemin de réflexion alors? Ouais. Personnellement, ouais, pour moi, ouais. Je pense pas que c'est quelque chose, une fois de plus, qui est réellement sustainable. Tu vois, dans le long terme, c'est pas quelque chose que pour moi, je me dirais, enfin, voilà, je vais vivre ma vie comme ça tout le temps. Mais je suis arrivée à un moment dans ma vie où ça s'est présenté à moi et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, après, il faut être vachement bien construit, il faut être avec des personnes avec qui tu peux être complètement transparent et il faut qu'il y ait une intimité, enfin, tu puisses tout dire
et ne pas avoir peur de ce que les gens vont penser de toi, de ce que cette personne va penser de toi. Tu dois être aussi hyper confiant dans la relation que tu as créée avec cette personne. Donc, c'est quand même hyper délicat. Et je pense pas que ça peut être pour tout le monde. Mais en même temps, l'amour, c'est... Enfin, qu'est-ce que l'amour? Exactement. Il n'y a pas juste une définition. C'est plus... Donc, ouais. Parce que je dis peut-être des bêtises et peut-être que les gens qui sont polyamoureux, vous pouvez nous corriger dans les commentaires si je dis une bêtise, mais il me semble en tout cas que dans les relations polyamoureuses, tout le monde est au courant de ce qui se passe et il faut vraiment une transparence complète et que tout le monde soit totalement en accord avec ça. Ah bah de toute façon, si jamais tout le monde n'est pas au courant, c'est pas du polyamour, c'est de l'adultère. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai qu'en le disant finalement. Exactement. Donc ouais, non, t'es censé être tout le monde est au courant, tout le monde est ok, tout le monde... Donc voilà, moi ça fait pas mal de temps que je suis dans une relation que je dirais quand même, bah oui, ouverte du coup avec cette personne, où c'est transitionné, où on s'est dit de toute façon on peut pas se quitter, mais en même temps on peut pas être ensemble non plus pour x, y raison. Et donc je continue à être sur des applications, tu vois, de rencontres. Bon là, 7 heures, non, parce que ça m'a un petit peu saoulée, je me suis dit ok, je me retire. Et donc j'ai rencontré cet autre gars, mais en même temps j'ai cette autre relation que j'ai pas envie de... T'as pas envie de quitter, non. Et quand j'ai rencontré cet autre gars, je lui ai dit honnêtement, la première fois quand on s'est rencontrés, je lui ai dit écoute, moi de toute façon, je suis pas là pour m'engager, quoi, parce que... Enfin, pas d'une façon... Genre posée en couple exclusif, en fait. Exactement. Et est-ce que tu ressens la même chose pour les deux personnes? Non, parce que les deux personnes sont complètement différentes. Donc, enfin... Les sentiments tels que tu... Non, c'est comme si on te posait la question, est-ce que tu ressens la même chose pour tous tes ex? Ben non, parce que c'est pas la même personne, la relation n'est pas la même, t'as des affinités qui sont pas les mêmes. Tes attentes aussi. Ouais, tes attentes, tout. Et puis, cette première personne, je suis hétéro, donc ce premier gars, ça fait longtemps, tu sais, qu'on se connaît, qu'on cultive ça. Donc, on a vraiment une relation qui est très stable, on va dire, aussi. Donc, et une amitié qui... Parce que ça va au-delà, en fait. Les gens, ils pensent polyamour, ils pensent tout de suite au sexe. Et je me dis, mais non, en fait, les gars, ça n'a rien à voir. C'est bien plus profond que ça, en fait. C'est une intimité aussi d'esprit, de valeurs. Ouais. Et est-ce que t'as été peut-être aussi enfermée dans ta précédente relation avec ton ex-mari, et est-ce que tu as ce besoin de vraiment... c'est bizarre ce que je veux dire, mais genre d'engranger le plus d'amour possible Je pense... c'est marrant, tu vois, j'ai pas encore eu... je me suis jamais posé la question de est-ce que c'était parce que ça, que du coup j'avais besoin, tu sais, d'essayer de... un max, mais... je pense que c'est plus parce que je me suis mariée, j'avais 22 ans, et que j'avais pas vécu, et que j'ai envie de me donner l'opportunité de vivre à 100% et de pas me fixer des limites tant que tout ce que je fais est dans le respect, que ce soit sain, que tout le monde soit heureux et que tout soit bienveillant, etc., qu'il n'y ait personne qui soit blessé. Pourquoi pas, quoi. Si tout le monde est OK, que tout le monde est en courant, enfin... c'est ça. Bon, après, t'as toujours des esprits un peu fermés, tu vois, qui... Ouais, mais dans ce cas-là, tu veux dire en extérieur? Oui. Mais tant que toi, dans tes relations et avec les deux mecs avec qui t'es, tout le monde est d'accord avec ça, c'est ça. C'est le plus important. Et puis, tu vois, je me verrais pas, en fait, réhabiter comme ça avec quelqu'un. Après, ce deuxième gars que j'ai rencontré, tu vois, il y a eu tellement des choses, je me suis dit, ah ouais, en fait, peut-être que je pourrais, tu vois, peut-être que je pourrais vraiment avoir une relation exclusive avec lui. Mais en même temps, il habite plus dans le même... On est plus le dans deuxième le même gars, état. c'est celui dont on t'a fait la vidéo, d'accord. Yes. Mais il est plus là. Il est parti 4 ans d'études intensives, donc c'est mort, quoi. Donc comme ça... c'est mort pour une relation exclusive qui m'apporterait exactement ce dont moi j'ai besoin si on parle de relation exclusive. Parce que si je me mets en couple, moi j'ai des attentes. C'est quoi tes attentes aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu? Là, tout de suite, maintenant, j'en ai pas plus que ça, en fait. Tu vois, des personnes que je fréquente, de la transparence, tout ça... C'est très personnel à la personne, mais en vrai, moi, je me suffis à moi-même. Donc, je suis juste... Au début, tu te suffis à toi-même depuis pas si longtemps que ça, finalement. Non. Parce qu'avant... oui et non, parce que... Non, c'est pas vrai, tu vois. Je pense que je me suffis à moi-même depuis bien plus longtemps que je ne suis seule. D'accord. Et c'est ce qui t'a permis, à un moment donné, d'arriver au cheminement de
vu que je le fais seule, de toute manière, pourquoi ne pas l'être à 100%? Parce que j'ai élevé ma fille seule pendant une grande partie de sa vie, parce que j'étais toujours seule dans les décisions, parce que j'étais seule d'un point de vue financier, parce que j'étais seule à prendre soin de moi, physiquement, psychologiquement, machin. Donc je me suis dit, écoute, de toute manière, c'est assez pessimiste aussi, mais on meurt seul, donc autant... Je pense que c'était ça que t'allais voilà, me dire. quoi. Ouais. Autant faire en sorte d'améliorer au max la relation que l'on a avec soi-même. Et vu que j'avais pas une bonne relation avec moi à ce moment-là, mais j'étais quand même seule avec moi-même, je me suis dit, OK, je vais travailler sur moi, sur mon couple, moi et moi-même. Et ben, c'est une grande leçon. C'est une grande leçon. Je trouve que tu as tellement évolué, en tout cas dans ce qu'on peut voir dans ton contenu, c'est fou. C'est une vraie, enfin, je trouve, en tant que vraiment abonné, tu vois, qui a eu une vraie cassure et une vraie évolution d'esprit, de prise de position, de prise de parti, qui est notable dans ton contenu. Et je ne vois pas d'autres créateurs de contenu chez qui ça a été fait. Vraiment. Ça fait plaisir à mon ego quand on me dit ça. Non, je te jure. Je suis en mode, vas-y, continue à me complimenter. Non, c'est très sincère. Non, mais je sais que c'est sincère parce que je te connais. C'est pour savoir que c'est sincère. Et non, ça fait super plaisir parce que c'est tout ce que je veux, en fait. Et puis c'est cool, tu vois, c'est des sujets sur lesquels j'avais jamais été sur le clic, parce que j'avais jamais vu de gens qui avaient parlé ouvertement du polyamour. Quand j'ai vu que tu avais tweeté, là, direct, je me suis dit ça... Je veux en parler avec elle parce que c'est des sujets super importants, que ce soit l'amour, la sexualité, tu vois, d'être ouvert là-dessus. Et c'est trop bien de pouvoir en parler et de pouvoir en parler librement pour que tout le monde puisse se sentir représenté aussi, parce que c'est important sur les réseaux d'avoir un modèle, entre guillemets, mais des gens pour qu'ils se représenter, quoi. Ouais, puis je pense que c'est sympa aussi d'en parler et de peut-être l'expliquer, tu sais, de décomposer en fait un petit peu le truc pour expliquer que c'est faisable si jamais tu t'en donnes les capacités. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que aucune histoire d'amour est facile en fait. Mais ça veut pas dire que c'est pas possible. Comme je dis, moi je le vois pas sur un truc de long terme. Je me vois pas à 40 ans faire toujours ça parce que je me connais et que je vais à un moment donné dans ma vie rechercher quelque chose on va dire plus stable et plus exclusif. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible, en fait. Si jamais il y a deux personnes que t'aimes, qui t'aiment, pourquoi, en fait, tu choisirais une autre alors qu'il y a déjà assez de haine dans ce monde? C'est très peace and love, mais il y a déjà assez de haine dans ce monde. Pourquoi pas juste accepter l'amour de tout le monde? Et ta fille, tu l'abordes, ça, avec ta fille? Non. Ça, c'est peut-être un peu délicat, effectivement. Non, ça, c'est très, très, très... Tu vois, là, quand on parle d'intimité, de machin bidule... Non, tout cet aspect de ma vie, elle en fait pas partie, tu vois. Elle en connaît, elle les a rencontrés parce que ça s'est passé comme ça, mais elle les a rencontrés, pour elle, ce sont des amis. C'est les copains de maman. Ah ouais, il y a pas de... À aucun moment, elle pense que sa mère, elle est en couple avec 1001 personnes, donc... Parce que 1001 personnes. Non, c'est pas avec 1001 personnes. Mais je pense que, tu vois, parce qu'on en a parlé dans les commentaires et tout, je pense que pour le développement d'un enfant, en fait, il y a des choses à faire et ne pas faire. Et je peux pas, en fait, décider pour elle ce qu'elle est capable d'accepter, de comprendre, alors qu'elle a seulement 7 ans. Donc, quand elle en aura 27 et que la conversation se mettra et qu'on pourra peut-être en parler, quoi. Mais là, maintenant, non, elle a besoin de... Ouais. Bah déjà qu'en ce moment, avec le divorce et tout, elle a besoin de stabilité. De stabilité, aussi, exactement, d'un truc un peu plus normé, entre gros guillemets, pour se développer, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un aspect de ma vie qui est complètement séparé. C'est ton petit jardin secret. T'as le droit d'avoir tes petits secrets aussi, quoi. Exactement. Pas ton petit jardin secret raconté un peu sur YouTube, mais... Ouais, mais pas avec ta fille, quoi. Et en réalité, Bon, avant qu'on termine, je voulais te montrer une petite vidéo. Tu as vu la personne popée, une petite vidéo. Non, je ne vois pas, en fait. De quelqu'un qui t'aime beaucoup. Oh, chouchou. Et oh my God. Attends, elle m'a rien dit. Que tu connais très bien. Coucou mon chouchou, j'espère que ton interview se passe bien. Je vais chialer. Alors j'imagine qu'aujourd'hui vous avez parlé de ton parcours et de ton évolution. Je vais Et chialer. du coup je voulais t'envoyer cette petite vidéo pour te dire à quel point je suis fière, mais fière de la personne que tu es devenue. Et je suis presque encore plus fière de pouvoir te compter parmi mes amis et parmi les personnes qui sont les plus importantes pour moi. Donc voilà, c'était une petite déclaration d'amour en public, ça fait pas de mal. Et tiens d'ailleurs tu me diras ce que tu veux manger ce soir parce que j'ai pas souvent l'occasion de te demander, donc profitons-en. On a dit c'est sushi. Oh là là, je l'aime. Je l'aime. Laura. Ah, c'est toute une histoire, Laura et moi. C'est une histoire d'amour aussi, tiens, d'abord.
Parce que Laura, ça fait partie de ces relations que tu as conservées quand même. Ouais, mais ça fait partie en fait des relations les plus authentiques que j'ai réussi à trouver, tu vois, sur YouTube. Et ça fait 7 ans qu'on se connaît et notre relation, elle a grandi au fur et à mesure. Et il y a 2 ans, quand moi j'étais en plein divorce, plein Covid, et elle a perdu sa maman en fait en même temps. Et donc on était tous les deux en bas. Vous êtes un peu retrouvés là-dedans. C'est ça, à distance, on s'est vachement aidés. Notre relation, elle était quand même déjà hyper forte et fusionnelle, mais ça l'a rendue encore plus forte. Et, ça se voit qu'elle est super saine comme fille. Enfin, tu vois, elle fait pas... non, mais Laura, saine, intelligente, bienveillante, tout ce que tu veux, en fait. Moi, c'est tout ce que je recherche dans dans mes partenaires, dans toutes mes amitiés, dans toutes les relations que je... Ouais, c'est que ça, moi, maintenant. Bon. Eh ben, on va s'arrêter là, parce que tu sais que ça fait un très grand moment qu'on papote. Je voulais qu'on termine sur cette jolie note de Laura. C'est trop mignon. Tu sais qu'il y a une petite tradition à la fin du clip. Oui. Tu sais que tu mentionnes un créateur de contenu que tu aimerais bien voir à ta place. Ouais. Donc, je te laisse en séchant tes larmes. Ouais. En essayant de... Écoute, j'y ai pensé en fait en me préparant, et c'est marrant, mais moi, ce serait Laura, quoi. Forcément. Et je sais pas si jamais elle l'accepterait. Ah, c'est vrai qu'elle est secrète, Laura. Très. Mais ouais, j'aimerais vraiment beaucoup la voir assise à ma place. Eh bien, écoute, c'est bien noté. Merci. J'ai complètement oublié qu'il y avait une caméra. Mais oui. Je te jure, vraiment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les réseaux sociaux de Sandrea, les miens juste là. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, bien sûr en toute bienveillance comme d'habitude. C'est des compliments, je vous en supplie. Tout ce dont a parlé Sandrea, c'est dans la barre d'infos. Merci encore une fois de ta transparence et de ton ouverture d'esprit sur tous ces sujets. J'étais passionnée de A à Z et c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec des gens qui sont vraiment honnêtes, tu vois. Ouais. Et on a besoin de ça dans l'influence, donc merci. Et je réitère mes merci, parce que je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, de toujours m'avoir autant partagé. Et vraiment, ça me touche, je te le dis tout le temps, mais c'est très très rare. Et c'est gravé dans mon petit cœur. De rien, de rien. Merci de... Je me permets, vu qu'on est merci. Merci de me donner une plateforme sur laquelle je peux partager un peu, encore un peu plus ce dont quoi je crois. Meuf qui cherche ces mots en français. Et pareil, de me partager aussi, quoi. Parce que, voilà, il y a du love, il y a du love. J'ai hâte que ça sorte. Bon, nous, on vous fait des très très gros bisous. On vous retrouve très vite. À bientôt. Ciao. Bye.